Bonjour à tout le monde. Alors, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. C'est moi qui vais vous présenter l'Institut de formation en psychomotricité de Lyon. Ce n'est pas Madame Vonsensé, la directrice, qui s'excuse, qui vous prie de l'excuser, qui ne pouvait pas être là pour des raisons personnelles. Donc, je vais vous présenter le métier de psychomotricien et la formation telle qu'elle est proposée à Lyon. Donc pour commencer, je me présente, Bastien Morin, moi je suis coordinateur première année. On a un coordinateur par année. C'est moi qui encadre les étudiants de première année. Je suis psychomotricien de profession et enseignant également. Donc le psychomotricien, la psychomotricienne, c'est le spécialiste de la psychomotricité. Ce n'est pas le seul intervenant sur la psychomotricité, puisque la psychomotricité, c'est la manière dont on va construire son rapport au monde avec des fonctions sensorielles, des fonctions motrices, des fonctions cognitives, des capacités émotionnelles. Donc on va construire notre rapport au monde en fonction des relations qu'on va créer avec le monde qui nous entoure, et à partir d'un vécu. Et du coup, on va être le spécialiste de la psychomotricité. On est un auxiliaire de la médecine. Donc voilà, on a des éléments et on peut intervenir dans différents champs d'exercice, la prévention, l'éducation, le repérage et diagnostic et le soin. On est rattaché à la section sciences de la rééducation et de la réadaptation, donc au Conseil national des universités depuis 2019. Le psychomotricien, donc, il va s'intéresser aux fonctions psychomotrices. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, aux fonctions sensorielles, motrices, mentales, que on parle de fonctions cognitives, même si les émotions, on peut les rentrer dans les fonctions cognitives, mais on les détache un petit peu pour avoir un meilleur repérage et du coup, la manière dont on vit émotionnellement, dont on gère émotionnellement toutes ces fonctions. On va s'intéresser à leur développement et à leurs troubles. Dans le soin, c'est une des pratiques qu'on va voir, c'est par l'intermédiaire du bilan psychomoteur que le psychomotricien va évaluer les fonctions psychomotrices, Il va réaliser un projet de soin ensuite et il va proposer des soins aux personnes. Ça peut aller du bébé à la personne âgée, en passant par les enfants, les adultes. On verra les différents secteurs dans lesquels le psychomotricien ou la psychomotricienne est susceptible d'intervenir. Ça peut être avec des personnes qui présentent des troubles psychomoteurs congénitaux, développementaux ou acquis. L'exercice va être assez varié. Donc là, on a une petite infographie qui nous a été proposée par des gens du Rhône-Alpes. On va pouvoir travailler avec différents publics. Enfin, il y a des publics confrontés à différentes difficultés. On va chercher à mobiliser pas mal d'éléments. On va travailler beaucoup autour de l'expression, de la notion de corps, de sensation. Voilà. Quelques infographies qui essayent d'illustrer un petit peu ça. En tout cas, dans l'exercice et dans la formation, on va vous proposer de stages nombreux pour découvrir le plus de populations et de structures différentes pour que vous sachiez au mieux où est-ce que vous aurez envie d'exercer. Ceux qui arriveront en formation ont peut-être une idée assez précise, ou en tout cas, il leur semblera que vous avez une idée assez précise de là où vous voulez aller. Et à travers les stages, on peut découvrir des choses et se surprendre à vouloir exercer à un endroit où on n'imaginait pas. Personnellement, j'ai fait psychomotricien pour travailler avec des enfants. Finalement, je travaille en gériatrie. Voilà, j'ai découvert ça au cours de ma formation. Dans les secteurs où on va pouvoir travailler, il y a le secteur sanitaire. Il y a encore des personnes, donc il y a encore des places devant, pour ceux qui veulent s'installer. En type de service, il peut y avoir la néonatologie. On va travailler avec des grands prématurés, travailler à ce qu'on puisse les aider à développer au mieux toutes leurs capacités psychomotrices. C'est un travail auprès du tout petit, auprès des équipes, auprès des parents aussi. Les parents vont être quelquefois assez troublés ou en difficulté avec des enfants qui ont des fonctions qui ne sont pas encore matures et avec des enfants dont il se représente une très grande fragilité qui peut être réelle. On va travailler aussi sur le lien parent-enfant avec eux. On va pouvoir travailler en rééducation fonctionnelle, en soins palliatifs, ça avec du coup des patients qui vont présenter des déficiences motrices, avec par exemple des grands brûlés, qui vont être pas mal affectés dans l'image qu'ils ont de leur corps après les traces que peuvent laisser ces difficultés, ces
ces blessures. On peut travailler aussi avec des personnes en suite d'accidents, que ce soit les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies dégénératives. On peut travailler avec des personnes qui ont chuté en traumatologie et qui vont garder des difficultés de gestion émotionnelle de leur vécu ou des difficultés associées à la traumatologie. On va pouvoir travailler avec des personnes âgées qui vont être dépendantes du fait de fonctions motrices qui sont mises en difficulté, du fait de troubles cognitifs, donc de démence. Et puis on va pouvoir travailler en psychiatrie ou en pédopsychiatrie avec des personnes qui, par exemple, présentent des troubles des conduites alimentaires, des troubles du comportement, des troubles psychiatriques. Donc, dans le milieu du sanitaire, on va avoir un grand nombre d'exercices possibles. On peut travailler effectivement aussi en cancérologie. En exercice libéral, donc un autre domaine où on va être amené à travailler, c'est souvent dans un cabinet libéral, mais ça peut se situer à d'autres endroits, ça peut se faire en école ou ça peut se faire au domicile. On a des personnes de plus en plus qui commencent à proposer des domiciles en libéral. On peut éventuellement travailler dans des structures qui font intervenir des libéraux. C'est le cas de certaines EHPAD actuellement. Le type de patient qu'on rencontre, en majorité, ça va être des enfants d'âge scolaire qui viennent pour des troubles neurodéveloppementaux, des troubles des apprentissages, mais il peut y avoir aussi des adultes. Donc on va avoir les personnes qui ont des TND, donc troubles neurodéveloppementaux, des personnes qui présentent des déficiences intellectuelles ou motrices, des retards de développement, des enfants qui présentent des troubles des apprentissages scolaires, quelques personnes âgées. On a un public qui est de plus en plus large qui peut venir consulter les personnes en libéral du fait que les structures un peu plus spécialisées, quelquefois ont des listes d'attente assez longues et du coup, pour éviter qu'il y ait un temps d'attente avant que les soins soient prodigués, on a des personnes qui viennent consulter en libéral. Et la liste n'est pas exhaustive. Et puis il y a le secteur, on dit, du médico-social, encore un autre secteur. Les types de services, donc IME, Institut médico-éducatif, CESAD, IMEP, EHPAD. Bon, il y a plein de petits logos, peut-être que dans les questions, tout à l'heure, il sera demandé un peu ce que c'est, tous ces éléments. CESAD, c'est les soins à domicile, ça peut se faire dans des écoles ou à domicile. Il y a d'autres instituts, voilà. Les CMPP, centres médico-psychopédagogiques, dans les pouponnières, dans les maisons d'enfants à caractère social ou les ITEP qui accueillent plutôt des enfants qui ont des difficultés de comportement, dans les CAMS, les centres d'accueil précoce pour les enfants 0-6 ans, dans les MAS, les femmes, plutôt des lieux d'accueil pour des personnes polyhandicapées, par exemple, des foyers de vie. Le type de patient qu'on rencontre à ce moment-là, c'est personnes qui vont avoir des déficiences intellectuelles et ou des troubles associés, des personnes qui présentent des troubles sensoriels importants, des personnes polyhandicapées, quelquefois des enfants avec des troubles des apprentissages et des troubles du comportement, CMPP particulièrement. Ça peut être enfants ou personnes en EHPAD, on trouve donc pas des enfants, mais des personnes âgées avec des troubles du comportement. Les personnes âgées dépendantes également. Donc c'est un secteur, ce sont des secteurs très variés, avec des publics très variés. On a, donc, ça c'était l'aspect soins. On va pouvoir intervenir également en prévention. C'est quelque chose qui se développe actuellement de plus en plus et qui cherche à se développer encore un peu plus. C'est présent dans les crèches. Il y a de plus en plus de crèches qui font intervenir des psychomotriciens ou qui emploient des psychomotriciens et des psychomotriciennes. C'est des choses qui vont être proposées quelquefois pour les sorties de néonates. On a encore des enfants qui peuvent être un peu fragiles et qui vont avoir quelques difficultés dans la mise en place de toutes leurs compétences psychomotrices. Donc quelquefois, il n'y a pas de trouble avéré, mais il y a
un suivi psychomoteur pour assurer le bon développement. Il peut y avoir cet exercice de prévention dans les formations de personnel à la petite enfance, entre autres. Formation de professionnels de santé également. Dans les ateliers de prévention de chute, ce sont des choses qui sont organisées quelquefois. Là, les patients qu'on rencontre, ce sont des enfants ordinaires, des enfants avec handicap non diagnostiqué, ça arrive. Des enfants à fragilité. Et puis, pas que des enfants à fragilité, des personnes âgées. Quelquefois, aujourd'hui, on dit pré-fragile ou fragile. Voilà, il y a des systèmes pour essayer de comprendre comment une personne peut petit à petit se fragiliser et est plus à risque au niveau sanitaire. Et du coup, on rencontre des personnes qui ne présentent pas de pathologie avérée ou de grandes difficultés, mais qui vont être considérées comme étant pré-fragiles. Et du coup, on fait en sorte d'éviter l'accident. Au niveau des compétences métiers, ce qui va être demandé pour exercer le métier de psychomotricien, c'est de l'autonomie, de la créativité. Il est fréquent que le psychomotricien soit le seul représentant de sa profession dans le lieu où il travaille. C'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus d'équipes un peu plus importantes. Voilà. Donc, il faut une certaine autonomie, il faut de la créativité, il faut des compétences humaines et relationnelles. Hein, c'est un métier de relation, c'est un métier de soins. Il faut avoir des capacités d'observation. C'est quelque chose qu'on travaille. Et évidemment, c'est quelque chose qui est vous travaillez en formation et qui est important. Il faut appliquer les connaissances dans le domaine du fonctionnement humain. Donc, on verra tout à l'heure par rapport aux cours qui sont dispensés dans l'Institut de formation. Et puis, il faut une maîtrise des outils techniques. Donc, justement, la formation. Aujourd'hui, il existe 21 instituts de formation en psychomotricité. Ça pousse, quelquefois on dit, comme des champignons. Il y en a de plus en plus. Ça représente 1127 étudiants formés, c'est les quotas de 2022, la dernière étude qui a été faite. On est à un peu plus de 14 000 psychomotriciens, psychomotriciennes, praticiennes. L'IFP de Lyon, lui, il existe depuis 1975. Le numerus clausus est à 66, on accueille 66 étudiants. La filière psychomotricité est intégrée au sein de l'ISTR. Donc, vous avez la présentation de toutes les professions paramédicales enseignées à l'ISTR ce matin. Et du coup, la directrice, c'est Mme Tiffaine Vonsensé. On rentre par Parcoursup depuis 2020, depuis la crise sanitaire. Possibilité d'admission en deuxième année selon certains critères. C'est-à-dire les personnes qui sont détentrices d'un diplôme paramédical, les personnes qui ont validé une licence de psychologie, une licence STAPS, qui ont validé le premier cursus médecine, vont pouvoir passer les examens de fin de première année pour entrer directement en deuxième année. Sinon, c'est Parcoursup et on rentre en première année. C'est 3 années d'études actuellement et un diplôme d'État délivré par la DRET. Voilà, notre tutelle, on va dire. La formation est assez sélective. En tout cas, l'entrée en formation. En 2024, on avait plus de 1800 candidatures. C'est à la fois impressionnant, à la fois il faut imaginer que ces personnes, elles postulent dans plusieurs IFP. Mais voilà, on a un taux de sélectivité de 9%. Les compétences nécessaires et les compétences académiques. Donc, il y a vraiment une méthodologie de travail qui est importante. En première année, vous avez, comme la plupart des professions paramédicales, des enseignements nos professions sont au carrefour de plusieurs enseignements. Donc, il y a beaucoup de notions à découvrir. Il faut avoir la capacité de travailler en autonomie et en groupe. Très important, l'empathie, l'écoute. La communication et l'implication relationnelle, vous allez travailler ça, vous allez avoir des connaissances théoriques, mais aussi des connaissances pratiques en TD. Comment je rentre en contact avec l'autre, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça produit, comment je suis attentif à ce que je ressens quand je rentre en contact avec l'autre. C'est absolument nécessaire. La réflexivité, c'est-à-dire qu'on essaye d'être attentif et on apprend à être attentif à notre propre vécu, ce qui est très important dans la gestion après relationnelle avec les autres. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre quand je propose tel ou tel élément. Donc la réflexivité, c'est s'intéresser à soi comme sujet d'étude.
Et du coup, on va avoir cette démarche d'auto-réflexivité, enfin de réflexivité, d'auto-réflexion. Et ça demande un engagement corporel. C'est-à-dire qu'on a quelquefois des étudiants qui disent moi j'aimerais faire ce métier, mais je suis en difficulté pour aller vers l'autre, je ne me sens pas très à l'aise. C'est des choses qui s'apprennent. Si c'est quelque chose pour lequel vous êtes profondément réticent, ça va vous mettre en grande difficulté. Dans les connaissances académiques, c'est important d'avoir les bases en sciences et vie de la Terre. C'est important d'avoir une maîtrise du français oral et écrit, des compétences rédactionnelles, grammaire, vocabulaire, parce qu'on est aussi pas mal amené à rédiger. La formation, donc la première année, elle est composée de cours mutualisés, de cours spécifiques, et puis de cours pratiques et de stages. On a des cours qui sont mutualisés avec d'autres formations paramédicales qui sont dispensées à l'ISTR, donc le module 1, santé publique, pathologie médicale, pédagogie, l'anatomie, la physiologie, la neuroscience et la psychologie. Une grande partie de ces cours sont dispensés au premier semestre. On a des cours spécifiques avec de la psychiatrie, de la psychomotricité et une partie de la psychologie. On a des cours pratiques avec la découverte des fonctions psychomotrices, on va dire celles que vous allez découvrir plus spécifiquement, leur évolution, la manière dont vous avez mobilisé, vous êtes venu construire ces compétences. On a aussi 140 heures de stage d'observation en première année, essentiellement sur le développement de l'enfant ordinaire. Un stage de 2 semaines en crèche ou en institut qui reçoit des enfants, des jeunes enfants. Ça peut être PMI, ça peut être voilà, des enfants de moins de 3 ans. Et puis un deuxième stage en école maternelle. Donc école maternelle, quelquefois CP également. L'idée est de pouvoir voir le développement de l'enfant normal. En deuxième année, encore des cours théoriques. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai 3 minutes. Module théorico-clinique et pratique et stage. Module théorico-clinique, vous mettez vraiment en lien. Vous arrivez sur des stages cliniques, donc avec des patients, et vous mettez en lien vos connaissances avec les stages. En troisième année, toujours ces 3 éléments, cours théorique, pratique et stage beaucoup plus importants, 420 heures de stage. Et 2 stages sur l'ensemble de l'année. En troisième année, c'était un stage par trimestre. Et l'idée, c'est vraiment de plus en plus apprendre à pratiquer. Rédaction d'un mémoire à la fin d'année, et puis une mise en situation professionnelle où on montre les connaissances qu'on a acquises en bilan. Attention, quelques drapeaux rouges. Ne pas s'engager dans une formation de soins si vous sentez que vous avez des fragilités personnelles qui sont trop importantes. L'idée n'est pas de venir ici pour se soigner, mais pour apprendre à soigner les autres. Ne pas s'engager dans la formation juste pour voir, ça va vous demander un engagement important. S'engager dans la formation, ça nécessite du temps, de la rigueur, de la ponctualité, de la motivation et un certain investissement, de la patience, de la persévérance, des qualités humaines, un engagement intellectuel et émotionnel, c'est important. Vous allez apprendre à faire avec les autres et du coup, ça se met en pratique dès la formation. Pour terminer, c'est une formation prenante et passionnante, une profession qui est assez riche et qui, vous avez vu, peut être exercée avec une grande variété d'exercices. Pour suivre les actualités, donc vous avez 2 sites ici pour les informations de la sélection sur Parcoursup. Maintenant, on a les collèges nationaux de psychomotricité. Si vous regardez CNP psychomotricité, Collège national de psychomotricité, vous continuerez à en découvrir un petit peu sur la profession de psychomotricien. Je crois que je suis dans les temps, c'est bon. Merci de votre attention. Laurence nous demande, bonjour, est-ce que les profils avec bac ST2S ont autant de chances que les filières générales pour intégrer le parcours en psychomotricité? Et on peut compléter avec la question d'Anaïs qui nous demande, est-ce que ça fonctionne si je suis en ST2S, qui veut dire que j'ai de la biologie et physiopathologie humaine? Alors, en toute honnêteté, autant de chances, je ne peux pas dire qu'il y a autant de chances. Il y a des chances, en ayant le parcours ST2S, d'être pris en formation, ce qui il va continuer à falloir de toute façon motiver d'expérience et de différents éléments de motivation. Dans les filières préférentielles, on va dire, c'est effectivement les filières générales avec l'option SVT. Merci.
Ensuite, Charlie nous demande, est-ce qu'il y a des spécialisations après le diplôme et y a-t-il des personnes qui sont psychomètres ergo ou psychomètres kiné? Merci. Il y a effectivement des spécialisations. Enfin, on peut continuer à se former sur des pratiques spécifiques, sur des médiations, quelquefois avec des publics spécifiques. Ensuite, par contre, on n'a pas une spécialité qui nous entraîne à avoir un autre métier, mais on peut tout à fait faire des doubles cursus. On a des personnes, voilà, j'ai l'exemple d'une personne qui a étudié, qui est devenue psychomotricien et qui a voulu poursuivre sa formation en devenant kiné aussi. Ça demande à reprendre une formation de la même manière que là, on accueille en début de deuxième année des personnes qui sont kinés, ergo, orthophonistes, si elles le souhaitent. À condition de passer les examens de fin de première année, ça c'est des choses qui vont changer un peu avec la réingénierie. Il y aura des passerelles certainement un petit peu plus faciles, mais voilà. On peut tout à fait avoir deux casquettes. Merci. Ensuite, Ahmedsine nous demande, bonjour, Erasmus est-il possible pour un étranger ou un équivalent possible? Alors, on peut faire des stages à l'étranger. Il n'y a pas vraiment d'Erasmus qui est proposé. On a des personnes, par contre, qui vont faire des stages et on a des personnes qui viennent d'autres pays qui viennent faire leur formation de psychomotricité en France. Voilà, actuellement, on a une personne qui est marocaine, une personne allemande qui sont venues faire leur formation en France. Voilà, c'est pas compris dans un Erasmus. Quelles sont les différentes pratiques corporelles proposées au cours de la formation? Alors, il y a pas mal d'éléments. On va beaucoup travailler autour de la relaxation et différentes méthodes qui s'y rapprochent. Donc, différents types de relaxation. Actuellement, il y a un TD en troisième année aussi, hypnose. Il peut y avoir un travail quelquefois de balnéothérapie. On a fait pendant longtemps en piscine. Il y a le projet de faire un travail spécifique autour des, on appelle des lits de submersion. Non, c'est un autre nom. Lits de flottement. Où on est entouré dans une bâche d'eau. Il y a, alors c'est dépendant des enseignants. Il y a quelques temps, on a une personne qui venait avec son chien et qui apportait des connaissances là-dessus, sur la zoothérapie. On a beaucoup autour du jeu, autour du théâtre, autour de la danse. Voilà. Merci beaucoup. Célia nous demande, est-ce qu'il peut y avoir un exemple concret d'un rendez-vous de psychométricien? Un rendez-vous, ce qu'on peut être amené à faire dans le métier, du coup, j'imagine. Si c'est ce qu'on est amené à faire dans le métier, on va rencontrer une personne. Alors moi, je peux vous parler de ma pratique. Je rencontre des personnes âgées et je travaille dans un lit de soins, dans un service avec des lits de soins palliatifs. Si les personnes en soins palliatifs, elles sont souvent, enfin, il peut y avoir des personnes qui sont assez anxieuses, douloureuses, où la prise en charge médicamenteuse n'est pas suffisante. Donc, on va observer, bilanter les difficultés de la personne et chercher à apporter notre soutien pour que la personne puisse être le plus apaisée possible. Si c'est avec des personnes qui ont fait des chutes, par exemple, des accidents, on va observer, moi j'observe les troubles de la marche, les troubles de la posture qu'il y a en lien avec le vécu émotionnel. Et on va aider la personne à se servir au mieux de toutes ses capacités. Merci beaucoup. On va peut-être terminer avec une ou deux questions. Léonie nous demande si l'absence de la spécialité SVT est rédhibitoire. Non, pas rédhibitoire. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant d'avoir des spécialités scientifiques et humanité littérature. C'est les plus récompensés. Deux dernières questions enfin. Proposez-vous la langue des signes dans vos cours? Non, actuellement, non. On ne propose pas la langue des signes. Mais c'est intéressant. Il y a des éléments un petit peu amenés sur des télepréventions. C'est quelque chose qui est évidemment utilisé avec les personnes sourdes, mais également utilisé en crèche pour une meilleure... pour que les enfants apprennent à mieux communiquer. Merci beaucoup. Et dernière question, quelles sont les spécificités de l'IFP de Lyon par rapport aux autres écoles? Et quel est le courant de pensée, plutôt psychanalytique ou neuroscientifique? Alors,
c'est quelque chose en tout cas qui a été longtemps fait d'essayer de donner des étiquettes aux écoles. Aujourd'hui, on est dans une recherche quand même d'harmonisation et d'avoir une formation qui soit la plus complète et la plus large possible. Donc, on cherche à ne pas être sous l'étiquette voilà, d'un seul type de pensée. Il va y avoir des apports, effectivement, avec une réflexion psychanalytique, il va y avoir des apports sur d'autres courants de psychologie, psychologie cognitive, voilà, différents autres courants qui vont être abordés. Puis, il va y avoir évidemment beaucoup d'apports neuroscientifiques pour que on soit très au fait des pratiques actuelles et des connaissances actuelles. Je vous remercie. Bonne continuation et on se retrouve tout de suite.